c'est possible au Mali. Vous l'avez certainement lu ou entendu parler, l'œuvre de 192 pages de Mamadou Igor Diarra. Mamadou Igor Diarra, banquier, ancien ministre sous les présidents Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Keïta, qui vient donc de publier ses livres aux éditions Cherche Midi. Pourquoi un tel ouvrage? Quelles sont les raisons qui ont prévalu à sa rédaction? Quel est également son regard sur l'actualité au Mali? Autant de questions que nous allons aborder pendant 52 minutes avec lui. Monsieur Diarra, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Première question, pourquoi ce livre et pourquoi maintenant? D'abord, permettez-moi de dire bonsoir à tous vos téléspectateurs, mais surtout aux téléspectatrices auxquelles je souhaite, avec un peu de retard, une bonne fête du 8 mars. Je remercie naturellement Africable qui concourt à l'enrichissement du débat dans notre pays. C'est une œuvre à saluer et qui est conduite par des professionnels dont vous. Et je pense que le débat est utile à notre pays. Le débat est constructif, il est instructif. Et je vous encourage dans cette voie. Donc c'est tout heureux que je participe à cette émission après plusieurs autres personnalités. Alors, c'est possible au Mali, comme vous l'avez si bien prononcé, et pourquoi maintenant? D'abord, je pense que dans plusieurs pays, et d'ailleurs dans le nôtre, certains se sont effectivement aventurés à écrire. Ce n'est pas évident d'écrire. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de rigueur. Mais je dirais tout simplement que pour quelqu'un qui a vécu, grandi au Mali, qui a eu la chance d'étudier, de vivre dans un certain nombre de localités, mais surtout de travailler dans des secteurs qui sont importants dans notre pays, notamment dans la banque, d'avoir eu le privilège d'exercer des responsabilités, en tout cas dans les plus grandes banques de ce pays, mais surtout d'avoir aussi eu une carrière gouvernementale dans des secteurs stratégiques. Comme vous l'avez si bien rappelé, sous le président Amadou Toumani Touré, j'avais la charge de 3 secteurs, donc les mines, l'énergie et l'eau. Et plus récemment, sous le président Ibrahim Boubacar Keïta, j'ai eu la chance aussi et le privilège d'être à la tête du département de l'économie et des finances. Donc, je crois que quand on a eu la chance de connaître un tel parcours, c'est utile de le partager. Si on doit en venir au titre spécifique du livre, c'est possible au Mali. Qu'est-ce qui est possible au Mali, plus précisément? J'ai choisi ce titre après plusieurs hésitations parce que d'abord on peut l'analyser au passé, au présent, mais également pour le futur. D'abord, ça a été possible au Mali. Mais quand vous regardez mon itinéraire, qui est, on va dire, un peu atypique, naître dans un pays très froid, à moins 40 degrés, venir pendant son jeune âge au Mali, être intégré, vivre dans le terroir, faire l'école, gravir les échelons, avoir eu le privilège de travailler à la tête des plus grandes banques de ce pays, connaître son pays, je dirais, de Djibouli jusqu'à Taoudéni, en passant par plusieurs localités, plusieurs marchés, plusieurs catégories socio-professionnelles. Je considère que c'est un privilège qui m'a permis par la suite d'occuper donc de très hautes fonctions dans le gouvernement que vous avez rappelé. C'est curieux, c'est comme si vous transposez le rêve américain au rêve malien. Y a-t-il un rêve malien finalement? Je pense que c'est le cas. C'est la preuve que ce n'est pas qu'aux États-Unis qu'on est capable de rêver. Donc je disais que ça a été possible, cela a été possible au Mali. Alors le Mali aussi récemment a rencontré énormément de crises.
on ne va pas les rappeler toutes. Mais quoi qu'on dise, nous avons tenu. Et nous tenons encore, bien que difficilement. Cette résilience-là, cela aussi a été possible, et c'est toujours possible, puisque nous sommes encore dans des difficultés. Enfin, je suis très optimiste. À un certain nombre de conditions, nous pouvons effectivement nous en sortir et envisager un avenir beaucoup plus radieux, parce que c'est un pays qui a énormément d'atouts, c'est un pays qui a énormément de richesses, et il est d'abord riche d'une jeunesse qui vit, d'une jeunesse qui a des attentes. C'est pourquoi je crois que j'ai voulu écrire aussi ce livre pour qu'on s'interroge sur les priorités de demain. Et enfin, qu'il y ait surtout une prise de conscience. Parce que à l'exercice du pouvoir, il y a un certain nombre d'aspects qui souvent frôlent les limites de la déviance. Et je pense qu'il faut en tirer tous les enseignements pour bâtir le socle d'un progrès social et surtout du bien-être pour une majeure partie de nos compatriotes. C'est vrai, vous l'avez dit, le besoin d'écrire est là, le besoin du partage d'expérience est là, mais le livre intervient 5-6 mois avant des échéances qui sont importantes pour le pays, la présidentielle par exemple. Finalement, plutôt qu'une œuvre littéraire, on a tendance à penser à de la communication politique. Je crois que c'est un peu de tout cela. J'avais commencé à écrire, ça faisait un peu plus longtemps, parce que vous savez, les fonctions que j'ai occupées tout récemment ne donnaient pas du tout le temps pour écrire. Lorsque je me suis retrouvé au Sénégal, j'étais dans un environnement, en tout cas, qui me permettait donc de le faire. Donc, je dirais que la proximité des échéances qui pointent à l'horizon, ça a peut-être accéléré, on va dire, la finition du livre pour que le débat ait lieu. Et l'objectif, c'est surtout le débat. Et je crois qu'en tant que dirigeants, tous ceux qui ont eu à diriger ce pays ou qui prétendent de le diriger, ils doivent proposer. Nous pouvons peut-être même avoir le même diagnostic, nous pouvons avoir certainement même les mêmes solutions. Mais à partir du moment où il y a cela, je crois qu'un grand rassemblement devrait être fait pour que nous puissions sortir notre pays de ces difficultés. Et si nous ne faisons pas attention, il y a un certain nombre d'aspects, si on y prend garde, le précipice peut être possible également. Ok, on va entrer à l'intérieur du livre, mais avant, on sait qu'il a été un best librairie, il a été acheté, vendu comme du petit pain, mais certains trouvent à dire que à travers ce livre, vous réglez vos petits comptes avec la gouvernance IBK, le président IBK lui-même. Est-ce que vous avez entendu parler de certaines de ces récriminations-là? Bon, je crois que c'est classique dans notre pays. Les gens aiment souvent polémiquer, ils aiment interpréter, mais en réalité, il n'en est rien. Entre le président de la République et moi, il y a des relations, je dirais, même affectives. Mais il y a eu aussi des relations professionnelles. Donc on ne peut pas mélanger les deux. Je n'ai pas du tout eu à même faire le bilan de l'ère du président de la République, en tout cas au pouvoir. D'abord, j'assume pleinement ma part dans ce bilan, parce qu'il m'a confié le ministère de l'économie et des finances, que j'ai eu à diriger un peu plus d'1 an. J'ai eu à poser sous sa conduite des actes forts qui ont servi à ce pays, que j'ai tenu à saluer dans le livre. Donc maintenant qu'on ne puisse pas dire ce qui n'a pas marché ou ce qui m'a empêché de faire telle ou telle chose, je pense que ce ne serait pas également gentil. Je crois qu'il faut qu'on sorte de cela au Mali. Ce n'est pas la peine chaque fois de croire que quand on dit quelque chose, c'est orienté vers une personne. Le président de la République est une institution qui mérite du respect. Et au-delà de ça, j'ai dans mon éducation un certain nombre de principes qui m'obligent à lui porter ce respect qui demeure. Je lui ai dit, et mieux, à la sortie du livre, il fut la première personnalité
à qui je l'ai envoyé. Mais n'empêche, M. Diarra, votre départ a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On ne sait pas si c'est une éviction ou c'est une démission. Juste là, les Maliens s'interrogent sur les raisons de votre départ du gouvernement. C'est laquelle expression des deux? Éviction, démission? Bon, vous choisirez celle que vous voudrez, mais d'autres confrères m'ont posé en fait la même question. Souvent, je ne sais même pas pourquoi d'abord ça passionne autant les gens. Pour moi, être membre d'un gouvernement, ce n'est pas un contrat à durée indéterminée. Je l'ai plusieurs fois rappelé, et même dans le livre. J'estime tout simplement qu'il m'avait confié une mission. Cette mission s'est arrêtée un jour. Les raisons qui ont concouru à cela, bon, sont nombreuses. Je rappelle quand même que j'ai été ministre de l'économie et des finances dans un contexte très très difficile. Le Mali sortait des problèmes. Il avait énormément d'incompréhension avec les bailleurs de fonds, notamment le Fonds monétaire international. Il a fallu s'attaquer à un certain nombre de problèmes, mais de façon très vivace, je dirais. Et il fallait régler toute une série d'urgences qui étaient là, qui étaient sur la table. J'entends par là les accords qui avaient été négociés avec l'UNTM pour améliorer le salaire au niveau du personnel de la fonction publique. J'entends également par là le financement de la loi d'orientation et de programmation militaire. Il y a également aussi le retour des populations déplacées, le financement de l'accord. Tout était urgent, sans compter qu'il y avait une accumulation de la dette. Il fallait faire des choix, il fallait faire des arbitrages, il fallait non seulement assainir, mais aussi concomitamment poser les jalons d'une croissance. Parce que, voyez-vous, s'il n'y a pas de richesse, vous n'avez tout simplement rien à partager. Donc moi j'estime qu'il a considéré que ma mission était terminée. D'ailleurs, j'ai tenu à reproduire les termes de l'échange que j'avais eu avec le Premier ministre. On m'a dit que ma mission est terminée. Maintenant, on m'a proposé un autre ministère pour que je reste membre du gouvernement. J'ai estimé que ce n'était pas pour cela que j'étais venu initialement, parce que j'ai rappelé que c'est avec quelques réticences que j'avais accepté ce poste. Donc, vraiment, il n'y a aucun problème. Je critique souvent les hommes politiques professionnels qu'ils en ont fait de la politique leur métier. Et moi, jusque-là, ce ne l'était pas le cas. Donc, vous ne vouliez pas non plus la primature, puisque là également, on a entendu dans les rues de Bamako que votre appétit allait grandissant et que vous vouliez devenir Premier ministre. Bon, d'abord, vous imaginez, après plusieurs expériences gouvernementales, je sais comment on devient Premier ministre. Et je ne dis pas que ça se fait sur CV, comme beaucoup de gens le croient. C'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Personnellement, je ne lui ai jamais demandé cela. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de lui demander cela. Et il ne m'en a jamais parlé, il ne m'en a jamais promis cela. Mais quelque part, je dirais que les éloges dont j'ai eu à bénéficier, de sa part lui-même, quand nous avions organisé avec brio la conférence de l'OCDE en France, avec plus de 2000 milliards d'annonces en faveur de la relance économique du Mali, c'est certain que tous ces compliments qui m'étaient souvent adressés sont venus raviver un certain nombre de jalousies. Mais un ministre de l'économie et des finances n'est jamais populaire. Lorsqu'il l'est, ou lorsqu'il est même accepté par tous, ça veut dire que quelque chose ne va pas. D'autres prédécesseurs aussi, sinon plus célèbres que moi, ont eu à me le dire. Quelque part dans le livre, vous affirmez que 85% des Maliens sont nés sous Moussa Traoré, Alpha Omar Konaré, Amadou Toumani Touré et Ibeka. Est-ce là vous parlez de la nécessité de ce changement intergénérationnel, le rajeunissement du leadership politique? Il nous le faut au Mali? Moi je pense que c'est une exigence. C'est une exigence absolue. Je dirais même que c'est une urgence. Parce que, voyez-vous, ce qui se crée dans plusieurs pays, il y a une forme d'embouteillage. Je ne pense pas que ça soit normal.
ce ne soit pas d'ailleurs le cas du Mali seulement, que la moyenne d'âge en Afrique des dirigeants soit plus de 60 ans. Et je dirais les chiffres récents indiquent même que ça fait 65 ans. Mais l'âge de la retraite dans la plupart de ces pays est de 60 ans. Donc on a l'impression que la politique devient une nouvelle activité au-delà de la retraite. Mais beaucoup plus sérieusement, c'est un métier très difficile que d'être aux commandes des États, d'un État, ou même d'un gouvernement, ou même d'un département ministériel. Ça demande beaucoup de vivacité, ça demande beaucoup de force et d'énergie. C'est une tâche invivable. Les personnalités qui occupent ces fonctions n'ont pas de vie de famille. Pour prendre ceux qui sont très âgés, mais leurs petits-enfants les voient même très très peu. Donc je considère que c'est tout à fait normal que d'abord il y ait un passage de relais graduel, que les jeunes occupent plus de place dans les fonctions étatiques et tout simplement dans les fonctions de responsabilité. Si nous sommes en démocratie... Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts, les jeunes? Ils sont assez rigoureux, ils ont assez appris de cette vieille garde, de cette vieille génération. Les jeunes sont-ils prêts pour prendre les rênes aujourd'hui? Je vous assure qu'il y a tellement de beaux talents dans notre pays. Il y a tellement de jeunes compétents dans notre pays, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et lorsque vous rencontrez les jeunes, lorsque vous discutez avec eux, ça vous donne l'impression tout de suite de leur passer la balle. C'est vrai qu'exercer des responsabilités requiert aussi une maturité. Il faut passer par la voie normale, gravir les échelons. Ce fut mon cas. Je ne suis pas passé du grade de caporal au grade de commandant. J'ai eu la chance de gravir tous les échelons du système bancaire. Et à un moment donné, nous avons réussi une opération qui a fait la fierté des autorités de l'époque et qui ont estimé que je pouvais venir servir dans le gouvernement. Je ne suis pas venu parce que j'étais membre d'un parti politique. Donc, je crois qu'il faut tenter. Il y a plusieurs cas qui sont des success stories, mais il y a aussi parfois quelques échecs. Mais ce que je peux dire très rapidement, c'est qu'il faut une génération ou un regroupement de talents pour faire des miracles. C'est valable dans le sport. Quand vous regardez nos basketteuses qui ont rapporté des coupes, ce sont des talents. Dans le football, c'est pareil. Dans la gestion, c'est pareil. Le Mali, aujourd'hui, a besoin d'une conjugaison d'efforts, de talents. Ok. Dans le livre, vous parlez également de vos passages, respectivement sous Amadou Toumani Touré au niveau du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, également sous Ibeka au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Oui. Quelles ont été les actions concrètes réalisées au niveau de ces départements-là? Bon, je pense que pour ce qui concerne l'énergie et l'eau, c'est là où nous avons la plus grande satisfaction. D'abord, il fallait mener une réforme très ambitieuse pour séparer le secteur de l'électricité de celui de l'eau. Le secteur de l'électricité était structurellement déficitaire et celui de l'eau était bénéficiaire. Mais les deux manquaient d'investissement. Donc cette séparation a eu lieu. J'ai eu le bonheur de porter ce projet donc de création de la SOMAPEP et de la SOMAGEP. Et ça a donné immédiatement des tables rondes qui se sont d'ailleurs poursuivies en plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Ces projets sont en cours. Ils ont connu des retards à cause des crises que nous avons connues, mais parfois à cause des aléas administratifs. Nous avons eu à mobiliser en faveur du secteur de l'eau d'immenses montants. Je pense que aussi bien dans l'hydraulique urbaine que dans l'hydraulique rurale. Pour ce qui concerne l'électricité, je dois quand même avouer que nous avons élaboré le plus grand projet du secteur de l'énergie au Mali, qui s'appelle toujours, parce qu'il vit toujours, le projet d'appui au secteur donc, de l'électricité, qui était un projet de l'ordre de 120 millions de dollars. C'était la première fois que la Banque mondiale finançait une opération de cette envergure dans la sous-région. Et nous avions élaboré une politique, et cette politique était basée sur l'anticipation, mais également sur l'entretien de nos installations pour répondre à une demande croissante qui est au-delà de 10% des besoins en électricité de notre pays. Mais il faut poursuivre
les investissements. Il faut surtout entretenir les installations que nous avons. Ce sont les barrages. Les barrages les plus importants sont Manantali, Selengue. Nous avons aussi des centrales thermiques, Balengue, et puis bon, plus celles qui sont en location, plus un accès pour l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Okay. Donc il faut investir. Okay. Il faut investir et je pense que les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui sont dues à l'absence de la poursuite des investissements et surtout à la non-poursuite de la réforme que nous avions convenu au niveau du gouvernement en 2010. Okay. Avant d'en venir au ministère de l'économie et des finances, quand vous étiez au niveau du ministère des Mines, il y a eu cette observation selon laquelle le Mali n'était pas parvenu à faire relire le code minier. Notamment, on disait que l'or ne brillait pas pour tous les Maliens. À l'époque, on l'entendait et c'était vous, le chef du département à l'époque. Moi, j'ai eu deux privilèges. D'abord, celui de lancer le chantier du nouveau code minier, mais c'est surtout aussi celui d'obtenir le financement pour créer la chambre des mines au Mali. Les gens oublient que c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est très très difficile de réformer le secteur des mines. Et vous avez un lobby international énorme qui tire toujours à ce qu'il y ait plus de facilité, qu'il y ait plus d'exonération, moins de taxes. Et il y avait aussi un problème environnemental qui aujourd'hui se pose avec acuité. C'est que ceux qui investissent dans les mines parfois tournent le dos et elles laissent nos localités, bon, je dirais dans un processus de condamnation où ni les populations, même ni les animaux ne peuvent parfois survivre. Et je crois qu'on est rentré dans l'ère des mines sans être préparés. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas bien entourés, en fait, concernant les investissements. Parce que dans les autres pays qui ont réussi, ils se font souvent même accompagner par des cabinets internationaux. Mais nous avons eu ici au Mali, parfois, à négocier un certain nombre de conventions sans être entourés. Donc, ce n'est pas des conventions qui sont nécessairement favorables au Mali. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous ne ressentons pas l'impact qu'on aurait dû ressentir sur les dividendes miniers. Et d'ailleurs, les décisions se prennent à ce niveau souvent. C'est eux qui décident s'ils vont nous donner quelque chose et combien ils vont nous donner. Et je l'ai dit l'autre jour de façon humoristique, que les conseils d'administration même parfois se tiennent en anglais, tandis que les cadres qui représentent l'État du Mali ne sont pas familiers de la langue de Shakespeare. Okay. Par rapport au ministère de l'économie et des finances, on a été un peu surpris, ceux qui vous ont un peu côtoyé, qui vous ont connu, parce que vous êtes venu au lendemain de scandales qui ont failli ébranler la République, l'histoire de l'avion, les équipements militaires. Peut-être c'est dans ce contexte que vous êtes venu au département de l'économie et des finances. Quand vous y arrivez, c'était avec quel état d'esprit? Moi, à partir du moment où j'avais marqué mon accord pour accepter la mission, je l'ai dit que je le faisais pour le Mali et que j'étais prêt, vraiment, vous pouvez le vérifier, à le faire jusqu'au sacrifice ultime. Avec mes équipes, nous ne nous sommes pas ménagés. Je tiens chaque fois à saluer les équipes qui étaient autour de moi. Certains sont toujours en fonction, mais il y a aussi les grandes administrations du Mali, celles des impôts, des douanes, des marchés publics, du trésor. Il y avait une dynamique. Nous avons créé une dynamique parce que nous étions conscients que le pays était en difficulté et que si nous ne résistions pas, et que la situation pouvait être dramatique. C'est vrai, je dirais nous avons eu beaucoup de baraka et par les initiatives que nous avons pu prendre, nous avons presque fait oublier les difficultés auxquelles vous faites allusion. Et nous avons commencé tout de suite à entreprendre des démarches vis-à-vis de beaucoup de bailleurs. Il faut convaincre, il faut expliquer, argumenter. Et soudainement, les fonds et les ressources ont commencé à revenir. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de banques détenaient des créances sur l'État que nous avons aussitôt liquéfiées. Les flux monétaires se sont mis à circuler. Les investissements ont repris. Donc je pense qu'il y avait de quoi trouver maintenant les moyens de financer les urgences, les priorités. Et pour moi, les priorités, c'était la défense et la sécurité de notre pays. Alors ce faisant, forcément, vous créez des frustrations avec certains collègues pour lesquels
Et chacun pense que son domaine est la priorité. Je crois que quand vous voyez, c'est peut-être un manque de cohésion ou de cohérence qui manque souvent à nos gouvernements. Ce n'est pas seulement celui-là, vous voyez même actuellement, il y a tel ministère qui est sur tel chantier, tel autre qui est sur tel chantier. Parfois, ils ne sont même pas au courant que tel est sur tel chantier. Donc, il y a cet état d'esprit où je dirais une équipe soudée, convaincue des mêmes arguments qui peut faire remporter des batailles. Et je n'ai pas eu la chance chaque fois de bénéficier de cette compréhension. Ok. Malgré l'embellie, le satisfecit dans ce domaine-là, on ne peut pas dire que tout marche, puisque jusqu'à présent, quand on se réfère aux différents rapports du bureau du vérificateur général, le manque à gagner est énorme, la corruption prévaut dans toutes les sphères, les institutions sont lourdes. On aurait aimé quand même que le banquier que vous êtes puisse s'intéresser davantage à ces thématiques-là, la corruption, ces institutions qui reviennent très chères aux citoyens. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire à ce niveau-là, M. Diarra? Bon, vous imaginez que je suis le confident de beaucoup d'opérateurs économiques dans notre pays. Quand vous faites 25 ans de banque, vous connaissez presque un peu tout le monde. Donc je connaissais, moi, un certain nombre de techniques qui créaient des déperditions au niveau de l'État. Je connaissais un peu les zones de gaspillage. Mais lorsque vous voulez ouvrir tous les fronts, ben, effectivement, ça crée des difficultés. Donc, nous étions, je pense, dans une dynamique. Ce qui est important, c'est que la dynamique était là. Elle a produit des effets qui ont été salués par le Fonds monétaire, par la Banque mondiale. Ce n'est pas des amis hein, de tel ou tel dirigeant. Ils portent généralement des jugements qui sont plutôt sévères. Mais, voyez-vous, c'est que moi j'aurais été frustré si on disait qu'en 2015, les montants cités par le vérificateur général étaient plus élevés qu'en 2014 ou en 2013, mais la tendance était baissière. Personne ne peut dire, même dans les pays industrialisés, que je peux mettre un terme à la corruption ou à la déperdition. Mais l'essentiel, c'est de créer des mécanismes qui permettent de mieux surveiller les deniers publics. Parce que ce sont les deniers de tous les Maliens. Le livre a été un succès. On ne sait pas si la distribution elle est toujours là. Mais maintenant, quelle est la prochaine étape après le livre? Est-ce que c'est un mouvement politique, un parti politique? Après le livre, la prochaine étape, c'est quoi, M. Diarra? Bon, vous avez raison. Un autre confrère aussi m'a posé la même question. Et après le livre. Alors, j'ai parlé de royalties. Qu'est-ce que ça a apporté en termes de devises, vous imaginez que je n'ai pas décidé de me reconvertir en écrivain. C'est une contribution au débat public. Et j'avais dit qu'après le débat, il ne peut y avoir que de l'action. C'est vrai, depuis un certain nombre de mois, il y a un certain nombre d'idées qui sont en gestation. Non seulement au niveau de beaucoup de jeunes. Lorsque vous regardez aujourd'hui, on dit que les gens ne s'intéressent pas à la politique. Je pense que ce n'est pas exact. Quand vous regardez l'animation des réseaux sociaux, les jeunes veulent s'intéresser désormais à la chose publique. Et ce ne sont plus les mêmes jeunes que les jeunes de 91. Les jeunes de 91 ont déjà un quart de siècle d'existence. Donc il y a des revendications nouvelles, il y a des attentes nouvelles. Il faut pouvoir être à l'écoute de cette jeunesse, mais il faut également anticiper sur ses besoins. Alors effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui se sont soudainement improvisés dans les visites qu'ils ont eues en Mérande. D'autres se sont constitués en club d'amis. Et l'invitation, elle est simple. Tous trouvent que je ne dois pas rester à l'extérieur au vu de mon parcours, au vu des valeurs que nous partageons, au vu des ambitions que nous partageons pour notre pays. Donc, le processus d'organisation de mon retour a été donc entamé. Et je viendrai donc répondre à l'invitation de cette jeunesse avec laquelle je partage beaucoup et qui, je dirais, essaye de promouvoir un certain nombre de concepts
qui sont très très utiles. Je prends par exemple un regroupement qui s'appelle Wele Wele, qui est un regroupement L'Appel, qui aujourd'hui se bat pour sensibiliser nos populations pour qu'on puisse servir ensemble. C'est important d'être ensemble face aux difficultés. Pour qu'on puisse demeurer sérieux. Et c'est très très important aujourd'hui d'être sérieux. La situation est tellement grave qu'on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas se divertir dans les invectives ou dans un certain nombre de choses. Donc c'est une œuvre pédagogique. Et puis l'autre concept que ce regroupement a développé, qui est le Horoya, pas au sens noble du terme que nous utilisions dans les traditions, mais c'est surtout un état d'esprit, une conscience, une responsabilité individuelle, familiale et collective face aux enjeux de demain. Donc je pense que tous ces mouvements-là sont des mouvements dans lesquels je me retrouve, que j'encourage vivement, et nous allons peser sur le débat. Nous allons exister, et nous n'allons plus tout simplement subir, nous allons réagir uniquement dans l'intérêt de notre pays. Ce n'est pas une position orientée ou figée contre tel ou tel regroupement ou contre telle ou telle personnalité. Bien au contraire, je pense que tous s'enrichiront des idées novatrices qui sont véhiculées ici. Ok, il y a une évidence, hein, vous avez montré vos preuves, que ce soit au Mali, dans la restructuration de certaines banques, que ce soit récemment au Sénégal, d'où vous venez, hein, en un laps de temps, vous êtes parvenu à hisser la BOA au rang de deuxième banque du pays. Mais M. Diarra, un bon argentier, un bon financier n'est pas forcément un bon politique. La crainte de certains Maliens, c'est que en descendant dans le marigot politique, que l'effet recherché, que ce ne soit pas contraire. Ils vous trouvent bon banquier, bon financier, mais est-ce que c'est possible de transposer tout de suite au niveau de la politique? Vous savez, d'abord je m'interroge parfois si je suis un financier pur, tellement que mon parcours professionnel m'a amené dans certains secteurs. Je vous ai dit que j'ai été en charge de 3 secteurs. Vous savez, il y a un secteur qui vous rapproche beaucoup de la population, c'est celui de l'eau ou de l'éclairage. Il y a tellement de localités que moi j'ai eu à connaître, où j'ai eu des poignées de main chaleureuses de femmes et d'enfants, que ce soit à Omburi, que ce soit à Djéné, que ce soit à Douanza ou à Diré. Vous n'êtes pas déconnecté. J'ai eu la chance, j'ai eu une immense chance de connaître mon pays. Il n'y a pas de marchés régionaux où je ne suis pas rentré, soit dans les boutiques de pêcheurs, ou ceux qui vendent les filets à Mopti, ou ceux qui vendent des céréales à Caille. C'est un privilège immense que j'ai eu. Donc je connais notre pays, je connais mon pays, je connais les populations de mon pays, je connais les citoyens, je connais leurs besoins, je connais leurs attentes. Et je suis moi-même issu d'un village dans lequel je suis profondément ancré, dans la région de Ségou, plus précisément à Markala. Donc je n'ai jamais eu cette coupure-là avec la société réelle. Mais bien au-delà, je ne voudrais pas quand même aussi faire offense à mes confrères du système bancaire que je tiens ici à saluer, qui sont en fait des banquiers extraordinaires. Hein, parce que pouvoir parler avec un ouvrier et lui faire un prêt, parler ensuite avec un industriel pour monter une usine, le métier de la banque est aussi un métier de noblesse. Je tiens à rendre hommage à cette profession qui aujourd'hui donc aide à trouver des solutions aux problèmes de financement de l'État, des sociétés, mais également des individus. Ok, le 29 juillet, c'est le premier tour de la présidentielle. C'est un tout petit peu loin, on n'en est pas là, mais M. Diarra, vous êtes annoncé dans une coalition qui regrouperait Cheikh Modibo Diarra, Jamil Bitar, etc., etc. Est-ce que vous avez eu vent de cette information, comme quoi vous êtes annoncé dans cette coalition-là? Bon, je viens d'arriver. S'il y a un domaine dans lequel au Mali on excelle, c'est aussi de la politique fiction. Je crois que c'est
C'est une bonne chose, c'est un exercice sain et ça participe à la vitalité de la démocratie. Non, je tiens d'abord à vous rassurer que j'ai d'excellents rapports avec une multitude de formations politiques, pour ne pas dire avec des personnalités politiques de notre microcosme. Des deux camps, majorité opposition ou de l'opposition seulement? Bien sûr. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'échanges avec ceux qui se situent aujourd'hui de ce qu'on appelle l'opposition, qui n'est d'ailleurs pas aussi structuré qu'on le pense, qu'avec ceux qui sont dans la majorité. Peut-être c'est dû à mon départ. Mais formellement, il n'y a pour le moment pas d'accord tacite avec tel ou tel regroupement. Je viens d'arriver, donc ce sont des échanges qui auront lieu. J'ai dit un peu à certaines personnalités ce que je pense. Les aventures des candidatures uniques ou des regroupements pour tirer sur une seule cible, on en a connu dans notre pays et on sait comment souvent ça s'est passé. Le Mali n'est pas la France ou les États-Unis où on peut organiser des primaires, et même dans ces pays-là, ça crée quelques problèmes. Je pense que nous avons accepté le jeu démocratique, les règles démocratiques, les textes qui ont été faits dans notre pays permettent un peu à tout le monde de se présenter. Certains peuvent se présenter sous la bannière des partis, d'autres personnalités peuvent certainement se présenter comme des indépendants. Je rappelle d'ailleurs que ce ne sont pas les partis qui sont élus, ce sont des personnalités, et l'expérience politique récente de notre pays le démontre. Donc je crois que les combinaisons et les contacts sont possibles, mais il ne faut pas commencer la campagne avant la campagne. Moi, je crois que les gens doivent se retrouver surtout autour d'idées, autour d'un projet. Ils doivent avoir la même lecture, la même prise de conscience de la gravité du moment. Se donner la main pour essayer, parce que les populations souffrent. Voyez-vous, quand moi je me suis promené déjà en 48 heures, les gens que je rencontre et tout ce que j'entends, j'ai l'impression que les gens ne prennent pas véritablement conscience de la gravité de la situation. Cette gravité, elle est encore plus, je dirais, grave elle est plus, en tout cas, je dirais, plus douloureusement vécue au nord, mais surtout aujourd'hui au centre. Ouais. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait moins de débats, mais il faut qu'il y ait plus d'action, qu'il y ait des mesures pragmatiques, concrètes, et qu'on aille à l'essentiel. D'accord. Justement, pour qu'on en arrive à la présidentielle au 29 juillet, il faut que le pays soit stable, sécurisé. Et vous l'avez dit, le nord, le centre, aujourd'hui, ça ne va pas. Vous, justement, quel est votre regard en tant que Malien sur l'accord pour la paix et la réconciliation nationale? Bon, d'abord, avant d'arriver quand même à l'accord, parce que c'est très important, les échéances auxquelles vous faites allusion. Vous savez, ici, il y a un autre aspect que nous aimons souvent dans la gestion, ce sont les réunions. On tient tellement de réunions. Il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup d'accueils, il y a beaucoup de cérémonies. Et parfois on se demande à quoi ça sert. Pour moi, les réunions qui doivent se tenir aujourd'hui autour de ces élections doivent soulever les points les plus importants. Pour organiser des élections, il faut des ressources financières. J'ai vu dans la loi des finances qu'il faut à peu près 45 milliards pour faire face à ces élections. Je n'ai pas de visibilité aujourd'hui sur la mobilisation de ces ressources et je n'ai pas entendu un seul partenaire indiquer aider le Mali à financer le processus électoral. Cela m'inquiète, surtout lorsqu'on regarde la situation financière, les instances de paiement qui sont aujourd'hui au niveau du Trésor et surtout les rétrécissements de la liquidité au niveau de la zone UEMOA. La BCEAO a eu à prendre un certain nombre de mesures, il n'y a pas d'argent. La Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, sont sortis sur le marché international pour aller chercher des ressources en dehors de la zone. Donc il n'y a pas de l'argent dans la zone et donc il n'y a pas de l'argent au Mali. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de difficultés. Il faut chercher de l'argent. Avons-nous l'argent ou pas? Deuxième défi par rapport à cet aspect qui doit faire l'objet d'un ordre du jour dans ces réunions, c'est quand même un défi logistique. Je pense que le ministre Ousmane Sy avait eu à poser un certain nombre de questions. Il a de l'expérience. Mais c'est toute une chaîne
en partant de urnes, de l'encre indélébile, tous ces marchés-là, ou bien ce matériel, il est déjà là, auquel cas on peut rassurer les gens sur les élections. L'autre aspect non négligeable, ce sont les listes électorales, c'est les cartes NINA, mais tout le monde est au courant qu'il y a des difficultés autour de ça. Je pense que le gouvernement doit indiquer clairement quelles sont les mesures qui ont été prises pour rassurer les gens. Il restera ensuite l'aspect sécuritaire, et ça, c'est un autre enjeu. Sécuriser 800 000 km², parce que c'est ça la zone aujourd'hui qui fait l'objet d'insécurité, en quelques mois, je prie le Tout-Puissant qu'il puisse nous aider à le faire. Maintenant, on peut décider de faire les élections sur une partie du territoire. Là encore, il faut en convenir. Donc pour moi, tout le monde souhaite qu'il y ait des élections, et surtout des élections apaisées, dans un bon climat. Notre pays a besoin de cela. Notre pays a besoin de paix sociale, et surtout de paix ethnique, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'échos qui nous parviennent du centre, qui inquiètent véritablement, et le gouvernement doit s'investir. Maintenant, pour revenir à l'accord, j'étais au gouvernement lorsque cet accord a été négocié et cet accord a été signé. Je soutiens cet accord. J'encourage tous les Maliens à s'approprier de cet accord. Je déplore tout simplement que nous n'avons pas assez communiqué sur cet accord. Je déplore également du fait que nous ne sommes pas bien préparés avant pour aller à ces négociations. Nous, au niveau du Mali, mais également au niveau même de la partie des mouvements armés. J'ai indiqué que le problème le plus important au nord, c'est dans la ville de Kidal, mais c'est le problème de l'eau. Mais lorsque vous regardez l'accord, le problème de l'eau est traité pratiquement à la dernière page, dans l'annexe 3. Et on vous parle d'ailleurs d'un forage à Kidal. Mais pour qui sait que l'eau à Kidal aujourd'hui est pratiquement à 200 mètres de profondeur. Donc les véritables problèmes n'ont été posés ni parfois par la partie malienne, ni par la partie des mouvements rebelles. Mieux, c'est que les aspects qui sont dans l'accord présentent encore d'autres difficultés. Donc aujourd'hui, je crois qu'à un moment donné, il est important qu'on puisse s'asseoir et puis parler de l'accord. Pas pour le remettre en cause, mais pour l'améliorer, pour voir quelles sont les difficultés qu'on a eues, qu'est-ce qu'on n'a pas pu respecter, comment on va le faire, et suivant quel chronogramme. Je pense que cela est utile et surtout la confiance doit demeurer. Je crois que l'accord a ce mérite-là, c'est qu'il a quand même réuni les gens autour d'une table. Et je ne suis pas aussi favorable à ce qu'on continue toujours à être assisté. C'est une affaire maliano-malienne. À un moment donné, je pense qu'on doit s'asseoir entre nous et puis travailler qu'est-ce qui est bien pour exercer la solidarité en faveur, comment dirais-je, des populations qui sont au nord. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les populations du centre qui sont aussi touchées par un certain nombre de difficultés. Ok. On s'achemine vers la fin de l'émission. Monsieur Diarra, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont les membres de cette coalition, de ce mouvement? Est-ce que ce sont des jeunes, des femmes? Ils se trouvent à quel niveau au Mali, à l'extérieur du pays? Qui sont-ils? Ben, je vais vous surprendre. D'abord, ils viennent de tous les bords. D'abord de la société civile. Je rappelle que contrairement à ce qu'on pense, mais le premier parti politique de notre pays, vous savez, ce sont les abstentionnistes. Ils sont plus de 3 millions. Aux élections de 2013, ils étaient plus de 3 millions. Ce sont des gens qui ne se sont pas intéressés à la vie politique. D'ailleurs, comme nous autres. Je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui pour que les Maliens s'occupent de la chose publique. Les personnes avec lesquelles nos différents regroupements, parce qu'il y en a plusieurs, je vais en citer quelques-uns, j'espère ne pas en vexer d'autres, ils sont un peu partout dans les régions, à Bamako, dans les principales villes ou dans les principaux pays où nous avons une forte diaspora. C'est une dynamique qui aujourd'hui est en train de prendre corps, mais uniquement autour des idées. Je vous ai dit que je partage et je soutiens les idées et les principes qui sont véhiculés par le mouvement Wele. La coordination des amis, de mes amis, aujourd'hui compte plusieurs milliers de membres. Ils animent des sites, ils animent, je dirais même des clubs, chose que je ne leur ai pratiquement même pas demandé. Il y a l'Union des patriotes,
Il y a l'initiative pour le renouveau du Mali en France, mais il y a aussi le mouvement pour la paix et la démocratie. Donc, il y en a beaucoup d'autres. Et je puis aussi vous assurer que nous avons beaucoup d'échanges, même avec des jeunes, qui aujourd'hui pensent leur carrière politique obstruée dans les partis politiques traditionnels. Parce que ces partis politiques issus, je dirais, du mouvement démocratique du 26 mars, ils sont là, ça fait un quart de siècle. Je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui a été fait? Ce sont des deniers publics qui ont été accordés à ces partis. Chaque année, il y a 2 milliards, 3 milliards qui sont distribués. D'ailleurs, je m'interroge, si on n'avait pas fait ça, aurait-il pu mobiliser autant d'électeurs? Je pense que notre pays a besoin d'un nouveau souffle, d'un renouveau politique. Par rapport à la chose publique, nous avons besoin d'un État agissant. Et nous avons besoin de nous occuper de nos priorités, qui sont la défense, la sécurité, lutter contre l'exclusion et surtout la pauvreté, mais bâtir le socle aussi d'une économie de production de biens et de services. Ok. Un dernier mot, un message particulier à l'endroit des Africains, des Maliens qui vous regardent ce soir sur Africable, avant de se quitter. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. L'Afrique est un beau continent et le Mali est un pays extraordinaire. C'est un pays où il faisait bon vivre. C'est un pays où les gens sont agréables. Nous sommes tous des amis, des parents. Je crois que nous avons quelque chose d'extraordinaire. Tous ceux qui viennent ici ont envie de revenir. Mais beaucoup de choses sont en train de disparaître. Il y a un effort à faire sur soi-même. Chacun à son niveau. Individuellement comme collectivement. Je crois que l'heure est quand même grave. Le Mali est à la croisée du chemin. Ça ne sert à rien de se leurrer. Et ceux qui dénoncent ou ceux qui suggèrent ne sont pas les ennemis du Mali. Je pense que nous pouvons sauver ce pays en se rassemblant, en accordant plus d'attention à la jeunesse qui est la force vitale. Okay. Et c'est une des principales raisons de mon combat. Ok. Ainsi prend fin ce numéro de Politique l'invité. Notre invité ce soir était Mamadou Igor Diarra qui vient de publier ce livre, C'est possible au Mali. Avec lui, nous avons parlé des raisons qui ont prévalu à la rédaction de cet ouvrage. Avec lui également, nous avons abordé son regard sur l'actualité, l'accord pour la paix, la réconciliation, la lutte contre la corruption. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain sur Africa Télévision avec un autre invité politique.